Bonjour, vous êtes étudiant et vous avez un mémoire de fin d'études à réaliser. Voici quelques conseils qui vous aideront. J'encadre chaque année des dizaines d'étudiants en mémoire pour leur master spécialisé, master recherche ou MBA. Et finalement, ce sont souvent les mêmes questions que vous vous posez et ce sont souvent les mêmes réponses qui peuvent vous aider. Dans cette vidéo, on verra comment trouver un thème à votre mémoire, puis comment transformer ce thème en problématique, ensuite comment choisir une méthodologie, puis un plan, et on terminera par quelques astuces qui vous aideront à obtenir une bonne note. On commence par le thème général du mémoire. On va prendre des exemples en marketing, en finance, en ressources humaines, mais ce que l'on va voir est applicable quelle que soit votre filière. Premier conseil, écoute ton cœur. Tu as une passion, un projet. Si c'est en rapport avec ta formation, alors fonce, grand fou. Assurez-vous quand même très vite que votre directeur de mémoire soit d'accord. Si vous n'avez pas de passion compatible avec le mémoire de la formation, alors servez-vous de votre mémoire pour optimiser vos chances de trouver l'emploi qui vous correspond. Le mémoire de fin d'études fait de vous un spécialiste sur un sujet. En quoi aurez-vous besoin d'être un spécialiste dans votre projet professionnel? Quel type de job allez-vous chercher? Voici donc quelques conseils, quelle que soit votre situation. Je vous propose le beurre et l'argent du beurre. Choisissez un sujet qui vous plaît pour vous y consacrer plus facilement, vous serez meilleur, mais problématisez-le et traitez-le avec rigueur, en respectant les formes. Cerise sur le gâteau, c'est comme ça que vous aurez une bonne note. Pour ça, je vous propose un petit jeu. On va appliquer la démarche marketing à notre problème. Comment vous trouvez un sujet qui vous aide dans votre projet professionnel? Qu'il s'agisse de hamburgers, de céréales, de lessive, de voitures, d'un parti politique ou de votre projet professionnel, donc, la démarche est toujours les mêmes. On commence par étudier le marché, ensuite on met en place une stratégie que l'on décline en termes d'action. Première étape de la démarche, l'étude du marché, avec la cible, les concurrents et l'environnement. Appliqué à notre cas, la cible, ce sont donc les entreprises, organisations, institutions dans lesquelles vous aimeriez travailler. Quelles sont les problématiques d'actualité pour elles en ce moment? Quel profil, quelles compétences cherchent-elles? Les concurrents, ce sont les personnes qui, comme vous, entrent sur le marché ou les personnes qui sont déjà présentes sur le marché, sur les postes qui vous intéressent. Quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs atouts? Enfin, l'environnement économique et social évolue vite en ce moment, le monde du travail aussi. Étudiez les codes sociaux, comprenez les pratiques. En ligne, c'est facile, allez jeter un œil sur les sites consacrés à l'emploi ou sur les réseaux professionnels. Puis passez à la deuxième étape de la démarche du marketing, la stratégie, segmentation, ciblage, positionnement. Pour la segmentation, on peut par exemple classer les entreprises selon leur taille et leur secteur. Le ciblage, ce sont les segments qui vous intéressent. Pour certains, ce seront les grandes entreprises dans le secteur du luxe, pour d'autres, les petites organisations humanitaires. Vous les avez étudiés, vous connaissez leurs attentes, vous pouvez donc vous positionner. Le positionnement, c'est l'image de vous que vous aimeriez transmettre à la cible. On le représente généralement sous la forme d'un triangle d'or. Pour avoir un bon positionnement, dans notre cas, il faut qu'il corresponde aux besoins des entreprises ou organisations dans lesquelles vous voulez travailler, qu'il vous donne un petit plus par rapport à vos concurrents, et surtout qu'il vous corresponde. Pas de greenwashing, ne vous lancez pas dans une vie professionnelle qui ne vous plaît pas. Projetez-vous, prenez un peu de temps pour le faire et choisissez un positionnement honnête, raccord avec vos valeurs et vos inspirations, et quand vous l'avez, notez-le. Pour vous, la dernière étape de la démarche du marketing appliquée à votre projet professionnel, c'est la partie action, le marketing opérationnel. En l'occurrence ici, comment communiquer avec votre cible sur votre positionnement. Quand vous rédigez votre CV, appliquez votre positionnement, sur la forme, mais aussi sur le fond, en indiquant notamment votre sujet de mémoire. Rappelez-vous, il fera de vous un spécialiste de ce sujet, le spécialiste que, justement, votre cible recherche. Pour communiquer sur votre positionnement, servez-vous aussi des sites de recherche d'emploi et des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, ou d'autres réseaux professionnels spécifiques à certains secteurs, comme pour la recherche. Vous trouverez plein de conseils en ligne. Sur votre LinkedIn, en plus d'indiquer évidemment votre sujet de mémoire dans la partie formation, vous détaillez en 3 lignes votre positionnement dans la partie info. Dans la partie compétences, vous résumez votre positionnement en 3 points. Pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple de mon profil où j'ai indiqué enseignement supérieur, développement durable, marketing digital. C'est pour ça que cette vidéo a ce format et ces couleurs. C'est mon positionnement. Déclinez le vôtre de toutes les manières. Si avec tout ça, rien n'est compatible avec votre formation, voici quelques exemples de thèmes en marketing, RH et finance. On verra juste après comment les transformer en problématiques.
En marketing, la consommation responsable, le marketing digital, la nudité dans la publicité. Si votre thème est trop large, n'hésitez pas à le centrer sur un secteur. Voici quelques thèmes en vogue niveau RH, les espaces de coworking, la marque employeur, l'égalité professionnelle, le travail à distance ou encore la méthode agile. Enfin, quelques exemples de thèmes en finance, avec les indicateurs extra-financiers, l'investissement socialement responsable, la trésorerie, les crypto-monnaies ou encore les fusions-acquisitions. Si vous êtes en master recherche et que vous voulez faire une thèse de doctorat ensuite, prenez d'autant plus le temps de bien réfléchir à votre thème. Se lancer dans un doctorat sur un sujet qui ne vous intéresse pas, ce serait vraiment vous infliger une longue souffrance. Vous avez le thème de votre mémoire, il faut en faire une question, c'est la problématique. Ce sera également le sujet de votre mémoire, que je vous conseille de faire ressortir en gras dans votre introduction, car c'est ce que l'on va retenir de votre mémoire. Premier conseil, vous n'y échapperez pas, alors commencez au plus tôt, il faut lire sur le sujet. Déjà, pour devenir le spécialiste que vous avez prévu de devenir avec votre positionnement. Ensuite, pour savoir ce qui a déjà été fait sur le sujet. Quelles approches ont eu les autres sur ce sujet? Quelles questions sont d'actualité? Est-ce qu'il y a débat sur certains points? Pour trouver une approche intéressante, allez voir ce qui fait l'actualité sur votre thème dans les sociétés savantes. Je vous en ai indiqué quelques-unes en France qui sont en rapport avec les exemples de cette vidéo. Faites de même avec votre thème. Cherchez si une étude déjà publiée par un organisme spécialisé est disponible. Pareil, je vous ai indiqué quelques organismes qu'il serait pertinent de consulter sur les sujets de cette vidéo. Attention, certains d'entre eux sont payants, mais donnent parfois accès gratuitement à des études. Enfin, privilégiez la lecture d'ouvrages et d'articles de recherche. Évitez la presse, les blogs et les réseaux sociaux. Un mémoire est un exercice académique et la fiabilité des sources est capitale. Ce sera un des critères d'évaluation importants pour votre directeur de mémoire. Utilisez des moteurs de recherche de type Business Source Complete, Kern ou Google Scholar. Il y en a plein d'autres. Votre école ou votre université est sûrement abonnée à certaines bases, alors servez-vous de ces accès. Si vous trouvez un article sur votre sujet et que vous vous demandez s'il s'agit bien d'un article de recherche, vérifiez. Le CNRS a jusqu'à présent publié chaque année une liste des revues scientifiques classées par domaine. Téléchargez cette liste sur le site du CNRS. Il y avait par exemple en 2020 48 revues de recherche spécialisées en marketing, 37 en ressources humaines et 56 en finance. La plupart sont en anglais. Prenons un exemple avec un thème, la nudité dans la publicité. En lisant sur le sujet, on remarque rapidement que trois types de recherches existent. Le premier, sur l'évolution des pratiques et des perceptions. Le second, sur les réflexions et critiques éthiques. L'usage du corps, des femmes principalement, pour promouvoir des produits ou des marques pose question. Les standards de beauté véhiculés et l'impact que cela a sur la perception de notre propre corps est également pas mal discuté. Le troisième type de recherche porte sur l'efficacité de l'utilisation de personnes nues en publicité. Ok, ça capte l'attention, mais va-t-on pour autant se souvenir de la marque ou du message? De fil en aiguille, ça conduit à lire sur les mécanismes des effets publicitaires et les émotions en comportement du consommateur. Et là, ça y est, vous devriez avoir une idée d'approche. Avant de choisir la problématique définitive, un deuxième conseil. Intéressez votre cible. La problématique, c'est une question qui va vous occuper pendant des jours et des jours. Est-ce que vous pourrez donner une réponse? Et si oui, cette réponse va-t-elle intéresser les entreprises ou organisations dans lesquelles vous voulez travailler ensuite? Par exemple, vous voulez travailler après vos études dans le marketing, dans la grande distribution. Vous avez donc choisi un thème d'actualité pour ce secteur. Très bien. Projetez-vous maintenant. Pensez au recruteur qui sera en face de vous dans 6 mois, 1 an, et qui lira sur votre CV le sujet de votre mémoire. Quelle sera sa réaction? Déjà, évitez les questions dont la réponse est oui ou non, surtout si la réponse est évidente. Bah oui, le marketing digital est effectivement utile à la grande distribution, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un mémoire pour y répondre? Ensuite, évitez les approches historiques si vous êtes en école de commerce ou à l'université en gestion et économie. Sauf exception bien sûr, et en fonction de ce que vous dit votre directeur de mémoire. Mais on évite généralement les approches historiques et on privilégie l'analyse de la période actuelle, en proposant des solutions, des apports. Il ne s'agit pas simplement de décrire un phénomène, mais d'en tirer des implications. A fortiori, si vous êtes en master professionnel, pensez que ce qui intéresse les managers du secteur, ce sont les périodes présentes et à venir. Évitez également de centrer tout votre mémoire sur une entreprise. Ce n'est pas un rapport de stage.
Et encore plus s'il s'agit juste de décrire le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service en particulier dans l'entreprise. Par contre, intéressez vos futurs recruteurs avec des thématiques qui sont leurs préoccupations du moment. En marketing, soit en ayant une approche par les consommateurs, par exemple quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs vis-à-vis de leurs distributeurs en période Covid, soit en ayant une approche par les entreprises et leurs pratiques, par exemple quelle utilisation des outils digitaux recommandés aux distributeurs. Pendant vos entretiens d'embauche, attendez-vous d'ailleurs à entendre la question: alors mon petit bonhomme, quelle utilisation des outils digitaux recommandés aux distributeurs? Préparez la réponse et dites pas que je vous l'avais dit. Si vous êtes en master recherche, un petit conseil pour trouver votre problématique. Confrontez les approches conceptuelles et appliquez-les à un champ d'études nouveau. Par exemple, vous vous intéressez à la consommation responsable dans le domaine de l'alimentaire. Il y a plein d'approches conceptuelles différentes possibles. Choisissez-en une appropriée, qui vous soit accessible et acceptée par votre directeur de mémoire. Vous devez alors bien comprendre les méthodes utilisées par les chercheurs reconnus comme fondateurs de ces approches conceptuelles. Ici, on pourrait par exemple appliquer les recherches sur les effets de l'engagement dans les communautés en ligne, avec des rôles de leader, de relayeur, etc. Comment cet engagement se traduit par des modifications comportementales? Comment fonctionnent les modèles d'influence en ligne? Et on applique ces théories à un domaine spécifique. Ici, par exemple, donc, la consommation responsable. La problématique pourrait être ainsi: quelle est l'influence de l'engagement au sein de communautés en ligne sur les changements et le renforcement de pratiques responsables? Ou encore, on peut prendre comme base théorique des recherches en psychologie cognitive sur la dissonance cognitive. De la même manière, on applique ce cadre conceptuel à notre thème, la consommation responsable, et cela pourrait donner: comment expliquer le décalage entre intention responsable et comportement de consommation effectif, une application au domaine de l'alimentaire. Bon, on récapitule. Vous venez de vivre un long confinement. Imaginons que vous vous soyez trouvé une nouvelle passion, les jeux vidéo. Vous êtes en master marketing, en master digital business ou en master marketing du luxe, et vous vous demandez si vous pouvez trouver un lien avec votre mémoire. Si c'est un master pro, qu'est-ce qui va intéresser un recruteur? Choisissez une problématique du type: la gamification des sites de marques de luxe, quelle pratique pour quelle efficacité? Si c'est un master recherche, vous confrontez des approches conceptuelles et vous les appliquez à des champs nouveaux. Par exemple, quels sont les apports de la théorie de l'engagement à la compréhension des usages des jeux vidéo en ligne? Voyons ce que ça donne si vous êtes en RH. Si votre thème est les espaces de coworking, voici un exemple de problématique. Les espaces de coworking contribuent-ils au bien-être des salariés? Si votre thème est la marque employeur, un exemple de problématique: quel est l'impact de la marque employeur sur la fidélisation des collaborateurs? Sur le thème de l'égalité professionnelle, on pourrait choisir comme problématique: quels outils de gestion utiliser en faveur de l'égalité professionnelle? Pour le thème du travail à distance, une problématique simple et efficace: comment manager à distance? Enfin, sur la méthode agile, ce qui intéresse une organisation, c'est le passage justement à cette méthode. Alors comment passer à une organisation agile? Enfin, prenons quelques exemples en finance. Si votre thème est les indicateurs extra-financiers, alors vous pourriez choisir une problématique très opérationnelle du type: quels indicateurs extra-financiers utiliser? Pour l'investissement socialement responsable, vous pourriez choisir: quelle performance attendre de l'investissement socialement responsable? Pour un mémoire en trésorerie, que doivent faire les entreprises de leur cash disponible? Si les crypto-monnaies vous intéressent depuis peu, quelle est la valeur d'une crypto-monnaie? Enfin, pour les fusions-acquisitions, créent-elles de la valeur? Dans tous les cas, n'oubliez pas, si la question est intéressante, il y a de très fortes chances, le jour de vos entretiens d'embauche, que vous l'entendiez. Quelle performance attendre de l'investissement socialement responsable? Alors tenez-vous prêt à y répondre. N'oubliez pas, à la fin de votre mémoire, vous serez devenu un spécialiste sur le sujet. Et ça vous ouvrira des portes vers la carrière dont vous rêvez. C'est la partie difficile de votre mémoire, c'est également une partie qui est très importante, notamment si vous êtes en master recherche. La méthodologie va servir à expliquer comment vous allez vous y prendre pour répondre à la question qui a été posée en introduction, la problématique. Au centre des interrogations, il y a le problème de la mesure. Comment va-t-on mesurer ce que l'on veut montrer? Une bonne mesure doit être reproductible et généralisable pour avoir un intérêt. Le type de mesure et la méthode que l'on utilise dépendent en fait de la science dans laquelle on s'inscrit.
Dans chaque science, il y a plusieurs courants qui peuvent utiliser des types de méthodes différents. La méthodologie, c'est une réflexion justement sur la méthode utilisée. Par exemple, prenons la physique et imaginons qu'on s'intéresse à la dilatation des métaux. Si votre méthode consiste à dire si on monte un peu la température, le métal se dilate d'un ch'touillis, c'est pas correct parce que le ch'touillis, c'est pas une unité de mesure standard pour présenter ou comparer des résultats. Il va falloir au contraire mettre en place un protocole expérimental qui permette de mesurer de combien de degrés est montée la température, en combien de temps, combien mesurer la partie métallique avant, après, etc. Il faut de la rigueur si l'on veut démontrer quelque chose. C'est pareil en marketing. Créer un questionnaire avec les questions qui vous passent par la tête pour mesurer par exemple la satisfaction ou la fidélité à la marque, c'est l'équivalent du ch'touillis en physique. Il faut donc utiliser le bon outil. Vous n'êtes pas les premiers à vouloir mesurer la satisfaction ou la fidélité à la marque. Alors utilisez des instruments de mesure et des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres recherches, dans d'autres circonstances. Il ne faut pas que les différences de résultats dépendent de votre mesure, mais bien des différences entre les individus. Ce sera le même raisonnement en ressources humaines. Par exemple, pour savoir si les espaces de coworking contribuent au bien-être, alors vous aurez besoin de définir la notion de bien-être et réfléchir à comment l'évaluer et la mesurer. Et là, vous allez découvrir que c'est un vrai débat dans la communauté des chercheurs en sciences humaines. Il faudra donc justifier votre choix. En finance aussi, les méthodes de test d'hypothèse et les indicateurs financiers choisis sont assez standardisés. Il faudra de la même manière justifier vos choix, d'autant plus si c'est un master recherche. Du coup, vous l'avez compris, il faut choisir une approche, une méthode pour étudier ou mesurer les choses. Les professionnels et les chercheurs en marketing utilisent très souvent les méthodes et outils qui proviennent d'autres types de sciences sociales, comme la psychologie sociale ou cognitive, l'anthropologie ou même la neurologie. Si vous êtes en master recherche, il faudra lire sur les fondements théoriques et méthodologiques du courant de recherche dont vous utilisez les méthodes. Je ne vais pas vous faire un cours d'épistémologie, je vous propose juste un peu de vulgarisation pour vous aider à faire votre choix. N'oubliez pas, la méthode que vous allez retenir doit effectivement permettre de répondre à la problématique. Bon là, je vais caricaturer un peu pour simplifier au maximum l'explication. Disons qu'il y a en gros deux types d'approches en sciences sociales. D'une part, les approches confirmatoires et d'autre part, les approches exploratoires. Dans une approche confirmatoire, on pose des hypothèses, puis on les teste pour les valider ou les rejeter. Du coup, on utilise plutôt des méthodes de validation quantitative pour que les résultats soient généralisables. Dans une approche exploratoire, on présente des axes de recherche, ce sont des questions ouvertes, on n'a pas d'idée préconçue des résultats que l'on va obtenir, on explore en profondeur un sujet et on privilégie du coup plutôt une approche qualitative. Il y a des exceptions des deux côtés. On peut faire du quantitatif exploratoire par exemple. Ce tableau est juste là pour résumer les grandes tendances. Dans les deux cas, le plan type, comme on va le voir juste après, est souvent le même. On commence par faire une synthèse des connaissances sur le sujet, puis on présente les hypothèses ou les axes de recherche donc, puis on présente les résultats, puis on les discute en les remettant en perspective avec la littérature pour pouvoir faire ressortir vos apports puis vos recommandations. Je vous propose de vous présenter en quelques mots les choix qui s'offrent à vous en termes de méthode, si vous faites un mémoire en marketing. Ça ne remplacera pas un cours de méthodologie, mais pour chacune, voici en quelques mots les points clés à retenir. Assurez-vous que votre directeur de mémoire soit d'accord pour que vous utilisiez telle ou telle méthode. Ils ont généralement des avis assez tranchés à ce niveau. Je compte faire des vidéos sur les enquêtes par questionnaire pour les études de marché, mais aussi pour les mémoires. Comment rédiger un questionnaire, mais aussi toute la partie analyse des données. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une autre de ces méthodes pour laquelle vous voudriez que je réalise une petite vidéo. Les points clés pour l'enquête par questionnaire, c'est le choix des échelles de mesure et de l'échantillon, puis les traitements statistiques que vous allez réaliser, puis le fait de contrôler ou limiter les biais. Rappelez-vous de l'importance de la mesure, pas de ch'touillis. Il faut retrouver dans la littérature les échelles qui sont utilisées pour mesurer le concept qui vous intéresse correctement. Une échelle, c'est juste une liste d'items avec un degré d'accord ou de désaccord à cocher. Dans tous les articles de recherche qui utilisent des questionnaires, la provenance des échelles est précisée. Utilisez-les. Pour gagner du temps, vous pouvez aussi utiliser des ouvrages comme Marketing Scales Handbook qui répertorient un très grand nombre d'échelles utilisées en marketing. Deuxième point clé, le choix de l'échantillon. Il faut qu'il soit suffisamment nombreux pour faire des traitements statistiques et surtout, il doit être représentatif. C'est un peu comme la population étudiée, mais en miniature. L'idée, c'est de valider des hypothèses sur cet échantillon en se disant qu'il doit se passer à peu près la même chose dans l'ensemble de la population, puisque l'échantillon est à l'image de la population.
On appelle ça faire de l'inférence statistique. Pour chacune de nos conclusions, du coup, on calcule un intervalle de confiance et une probabilité d'erreur. On ne peut pas être sûr à 100% de nos conclusions sur l'ensemble de la population. Si votre population d'étude est la population française, alors on est bien d'accord, distribuer votre questionnaire à vos amis sur vos réseaux sociaux présente très peu d'intérêt, car ils ne sont pas représentatifs de la population française. La seule conclusion que vous pourriez en tirer serait du type d'après mes amis, on peut en conclure que. Bon, c'est quand même pas terrible. Après la collecte des données, il y a la partie analyse. Pour un mémoire de fin d'études, faire des tris à plat et des tris croisés, c'est pas suffisant. Il va falloir utiliser un logiciel d'analyse des données de type SPSS et choisir les traitements adaptés. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur les traitements statistiques. Comment tester s'il existe un lien entre 2 variables quantitatives, c'est le test de Student, vidéo 17, et comment tester s'il existe un lien entre 2 variables qualitatives, ou plutôt 2 caractères, c'est le test du Qui2, vidéo 19. Je compte mettre en ligne d'autres vidéos sur ma chaîne de cours pour présenter tous les traitements statistiques les plus fréquemment utilisés. Enfin, dernier point important avec les questionnaires, méfiez-vous des biais, et il y en a beaucoup. Par exemple, si vous dites en intro de votre questionnaire que vous faites une étude sur la consommation responsable pour sauver la planète, vous allez voir, la plupart des individus que vous allez interroger vont répondre qu'il s'agit pour eux d'une vraie préoccupation au quotidien, alors que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Si vous menez une enquête à l'aide d'entretiens, maintenant, les points clés de votre démarche seront le guide d'entretien, l'échantillon interrogé, comment vous avez analysé le contenu des entretiens, et enfin, avez-vous évité tant que possible les biais. Les entretiens que vous réalisez sont généralement des entretiens semi-directifs. Attention justement dans ce cas de ne pas être trop directif. Il faut que la personne soit à l'aise et qu'elle se livre. Pour ça, le mieux est de débuter par une mise en situation, comme la faire naviguer sur un site internet ou repenser à la dernière fois où elle a fait ses courses. Ensuite, on aborde les thèmes et les sous-thèmes qui sont dans votre guide d'entretien. Il faut laisser parler la personne, rebondir sur ce qu'elle dit pour aborder au fur et à mesure les différents thèmes. Ils seront probablement abordés dans un ordre différent d'un entretien à l'autre, et ce n'est pas grave. Il faut surtout éviter de faire une liste de questions auxquelles les répondants répondent dans l'ordre. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir des réponses de surface, alors que le but est au contraire d'aller chercher des informations en profondeur, de creuser. L'échantillon est beaucoup plus petit qu'avec les enquêtes par questionnaire. Il ne pourra donc pas être représentatif. Et ce n'est pas grave, on ne fera pas de stats avec. Par contre, on essaiera qu'il soit le plus hétérogène possible pour avoir davantage de variété dans les réponses. En général, on ne fixe pas la taille de l'échantillon à l'avance, on arrête d'interroger des gens lorsqu'on finit par ne plus rien apprendre de nouveau. On dit alors qu'on a atteint la saturation sémantique. Pour analyser le contenu des entretiens, on commence par les retranscrire, les taper. C'est pour ça qu'il faut enregistrer les entretiens, en prévenant le répondant évidemment. Cette étape est longue, mais indispensable. Une fois les entretiens retranscrits, soit on réalise une analyse de contenu avec un logiciel comme NVivo, soit à la main. On réalise souvent des analyses thématiques manuelles. On relie tous les entretiens en surlignant avec un système de couleurs les passages qui correspondent à des sous-thèmes. Un sous-thème égale une couleur. Ensuite, on extrait pour chaque sous-thème tous les passages qui correspondent et on les met bout à bout. On appelle ça la décontextualisation. On interprète ensuite le contenu de chaque sous-thème, c'est-à-dire tous les extraits qui sont de la même couleur. Enfin, les biais sont à peu près les mêmes qu'avec les enquêtes par questionnaire. Comment s'assurer que la personne livre bien le fond de sa pensée? Comment ne pas induire les réponses dans vos questions? Prenez du recul par rapport à la fiabilité des informations que vous récoltez. Troisième type de méthode souvent utilisée par les étudiants en marketing pour leur mémoire, et notamment ceux qui sont en alternance, les études de cas. L'idée n'est pas d'étudier une entreprise en particulier, mais de répondre à une question générale en se servant de l'exemple d'une ou de plusieurs entreprises pour répondre à cette question générale. Je vous déconseille la mono-étude de cas, parce que justement les conclusions seront difficiles à généraliser. En 2 mots, le déroulé de cette méthode consiste à choisir d'abord quelques entreprises. Ensuite, pour chacune d'entre elles, on collecte un maximum d'informations permettant de répondre aux axes de recherche. On peut mobiliser des sources très différentes, des rapports d'activité, rapports RSE, questionnaires, entretiens. Les 2 méthodes que l'on vient de voir peuvent s'insérer dans les études de cas. On peut aussi étudier le site internet de ces entreprises, ce qui se dit d'elles dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Plus on croise de sources, plus la démarche est intéressante. Ensuite, on traite les résultats thème par thème. Pour chaque thème, on compare ce qu'ont fait les entreprises étudiées et ce que cela a donné. On en fait une synthèse, puis on essaye de généraliser ces résultats en formulant des recommandations. Robert Yin est un des auteurs qui fait référence sur la démarche des études de cas appliquées à la recherche en sciences de gestion. C'est un bon point de départ si vous choisissez cette méthode. Notez que vous pouvez trouver des synthèses en ligne de son ouvrage.
Sur certains sujets très techniques, interroger des consommateurs présente peu d'intérêt. Il vaut mieux travailler sur des avis d'experts. Il existe plusieurs méthodes d'experts, dont la méthode Delphi. C'est une méthode beaucoup moins utilisée par les étudiants que les méthodes précédentes, mais elle est pourtant pertinente. Je ne peux pas toutes les détailler dans cette vidéo, alors rapidement, la méthode Delphi est un outil standard d'enquête, un processus itératif entre le chercheur et les experts. Ça permet de rassembler plusieurs avis d'experts sur un sujet précis, de mettre en évidence des convergences d'opinion et de dégager un éventuel consensus. Passons à l'expérimentation. Là, je vous conseille de vous intéresser à ce qui se fait en psychologie sociale. Ce sont des approches qui ressemblent à ce que l'on voit en médecine, par exemple, avec un groupe test et un groupe témoin. On essaye d'évaluer l'influence d'une variable, par exemple un type de médicament, sur une autre variable, par exemple la vitesse de guérison du patient. Toutes choses égales par ailleurs. En marketing, on utilise assez souvent l'expérimentation pour tester les effets publicitaires. Dans une recherche sur la nudité dans la publicité, par exemple, j'ai testé l'influence des variables présence ou absence d'un modèle dévêtu, genre du modèle de l'annonce, homme ou femme, type de nudité, maillot, nu, sexy, nu naturel, et la congruence ou l'absence de congruence entre le produit et le recours à la nudité. J'ai donc dû réaliser 14 fausses annonces publicitaires, identiques en tout point, sauf sur ces variables, et j'ai testé leur efficacité auprès de consommateurs pour comparer les résultats. J'ai indiqué entre parenthèses le nombre de répondants pour chaque groupe. L'observation peut également être utilisée, mais c'est un choix plus rare pour les mémoires. Elle peut être non participante si vous n'intervenez pas, l'avantage est que vous ne modifiez pas les comportements, l'inconvénient c'est que vous rentrez assez peu dans la compréhension de ces comportements. Des sociétés d'études décryptent par exemple les comportements des consommateurs en linéaire à l'aide de supermarchés de test où ils sont filmés. Ces séances d'observation sont souvent complétées par des entretiens ou des questionnaires. Sinon, l'observation peut être participante, c'est-à-dire que vous observez un phénomène de l'intérieur en faisant partie du groupe étudié. L'avantage est d'aller plus loin dans la compréhension des comportements. L'inconvénient est le manque d'objectivité. Vous étudiez un groupe dont vous faites partie, et par ailleurs, votre présence peut avoir une influence sur les comportements des autres. La netnographie, enfin, commence à être de plus en plus utilisée dans les mémoires. Netnographie, c'est la compréhension des termes network et ethnographie. La méthode netnographique consiste à observer les échanges entre les membres d'une communauté virtuelle en cherchant à leur donner un sens. Le but est de traiter une problématique marketing, pas d'étudier la communauté pour elle-même. Mais pour analyser une communauté en ligne, il faut en comprendre ses aspects sociaux et culturels. Il faut s'immerger dedans, ce qui peut prendre du temps. Si la netnographie vous intéresse, sachez que l'auteur qui fait référence sur le sujet est Robert Kozinets. En français, les publications de Johan Bernard vous aideront à comprendre facilement les applications qui peuvent être réalisées avec la netnographie. Retenez donc que quelle que soit la démarche entreprise, la recherche est un processus cumulatif. On se sert de ce qu'ont fait les autres et on apporte notre petite pierre à l'édifice. Dans la partie méthodologie, on explique comment. Si vous n'ancrez pas votre travail dans des bases théoriques et méthodologiques sur d'autres travaux, alors ce n'est plus un mémoire, juste un point de vue, une discussion. Intéressante ou non, mais juste une discussion. Si vous êtes en master recherche, cette dernière remarque est d'autant plus importante. Non seulement vous inscrivez votre démarche dans une science, avec ses codes et son mode de fonctionnement, mais plus précisément même, vous l'inscrivez dans un des champs théoriques d'une science. Il faut donc respecter la démarche utilisée par les chercheurs de ce champ particulier pour que votre travail soit reconnu. Tout comme votre problématique, le type d'approche méthodologique retenu aura une influence sur votre carrière. On vous mettra par exemple facilement sur le front une étiquette Quali ou Quanti. Des ouvrages bien faits et assez complets vous aideront à faire vos choix méthodologiques et à rédiger cette partie. Prenez un peu de temps pour bien choisir la méthode et surtout, validez-la avec votre directeur de mémoire avant de vous lancer sur le terrain. Vous avez trouvé votre problématique et votre méthodologie, il vous faut maintenant trouver votre plan. Le plan doit être clair, simple, il doit sauter aux yeux, on doit le voir ressortir de votre sommaire, on doit le retrouver très facilement tout au long de votre mémoire. Le plan, c'est la démarche intellectuelle que vous demandez à votre lecteur de suivre. Si votre école vous a donné des consignes sur le plan, respectez-les scrupuleusement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, voici 2 conseils. Tout d'abord, faites simple et ensuite... Faites classique. Un mémoire, c'est un exercice de style académique qui évalue aussi votre capacité à écrire un document long en le structurant bien, en respectant les formes. Vous avez un sujet original, ou même vous êtes vous-même un original? Pas de souci, mais exprimez votre originalité avec votre sujet, avec le fond si vous voulez. Mais soyez rigoureux sur la forme et la construction du plan. Votre note dépendra de votre capacité à répondre à une grille de critères. Alors respectez-les.
Sans consigne particulière de la part de votre école, je vous recommande de suivre la démarche suivante, revue de la littérature, puis méthodo, puis résultats et discussions. Pour la revue de la littérature, construisez des sous-parties en vous représentant mentalement un entonnoir. En haut de l'entonnoir, vous présentez le secteur, les acteurs, c'est-à-dire le cadre général, puis plus on avance dans l'entonnoir, plus on resserre le plan sur la problématique. Par exemple, si votre problématique est quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs vis-à-vis de leurs distributeurs en période Covid, on pourrait proposer le plan suivant. Petit 1, état des lieux des pratiques de distribution. Petit 2, perception des nouveaux usages par les consommateurs. Petit 3, émergence de nouvelles attentes. Un autre exemple avec une problématique recherche. Comment expliquer le décalage entre intention responsable et comportement de consommation effectif, une application au domaine de l'alimentaire. On pourrait proposer en petit 1 un essor de la consommation responsable mais encore de nombreux freins. Petit 2, les modèles explicatifs de la consommation responsable et l'influence de la théorie de la neutralisation. Petit 3, proposition d'un modèle conceptuel intégrant les facteurs situationnels. En recherche, en effet, il est intéressant de synthétiser et de proposer une articulation entre les différentes variables qui interviennent dans l'explication d'un phénomène. Voici un exemple de modèle conceptuel. On s'intéresse bien au décalage qu'il y a entre les intentions de consommer responsable et les comportements effectifs en matière de consommation responsable. Des chercheurs ont déjà travaillé sur cette problématique, avec des approches issues de la psychologie cognitive principalement. Ils ont montré que la représentation concrète de ce qu'est un comportement responsable, c'est-à-dire l'implémentation des intentions, est une condition nécessaire pour que le comportement soit effectif. Ils ont montré aussi que des mécanismes psychologiques appelés techniques de neutralisation intervenaient dans le processus. Enfin, des traits de personnalité ont également une influence. Notre rapport a été la mise en situation et l'étude des facteurs situationnels, c'est-à-dire ce qu'il se passe concrètement au moment où l'on consomme. On adopte moins facilement des comportements responsables si on doit se tenir à une liste de courses, si on a peu de temps ou que l'on est de mauvaise humeur par exemple. Fait classique aussi pour la présentation de la méthodologie. Présentez-la comme il est d'usage de la présenter quand on retient tel ou tel type d'approche. Suivez les codes en vigueur, faites comme les autres, mais en adaptant à votre sujet. Dans un mémoire de Master Pro, cette partie est moins importante et prendra moins de place. Mais soignez-la quand même. Allez, quoi, vous ferez plaisir à votre prof. Ce qui fonctionne à peu près à tous les coups, c'est de structurer en sous-parties autour de l'idée suivante. On rappelle d'abord les objectifs de la recherche, puis comment on collecte l'information, et enfin comment on l'analyse. Par exemple, si votre méthode, c'est la technique d'enquête par questionnaire, vous pourriez construire la partie méthodologie avec une première sous-partie sur le rappel des hypothèses de la recherche et les variables mobilisées, une deuxième sous-partie qui présenterait le questionnaire et son administration, l'échantillon, etc., et une troisième partie, le plan d'analyse, c'est-à-dire quel traitement vous allez mettre en place. Si vous avez choisi comme méthode l'enquête par entretien, vous pourriez découper la partie méthodologie en 4 sous-parties, une première sur les axes de la recherche et objectifs des entretiens, une seconde sur le choix du type d'entretien et les thèmes abordés, troisième sous-partie sur le choix de l'échantillon et quatrième sur la méthode d'analyse de contenu. Si la méthode que vous avez retenue est l'étude de cas, dans ces cas-là, la partie méthodologie pourrait être découpée en 4 sous-parties, avec une première sur les axes de la recherche et les objectifs de l'étude de cas, une seconde sur le choix des entreprises étudiées, une troisième sur la présentation des sources d'informations mobilisées, et une quatrième sur la méthode de classification et d'interprétation. Bon, vous l'avez deviné, pour la dernière partie, résultats et discussions, de la même manière, faites classique, même si évidemment cela dépend de la méthode que vous aurez choisie précédemment. Le plus simple est probablement de présenter les résultats thème par thème et pour chacun des thèmes d'indiquer quels sont les résultats, qu'il s'agisse d'entretiens, de questionnaires ou d'études de cas, puis de discuter ces résultats, c'est-à-dire de les mettre en perspective par rapport à ce qui existe dans la littérature, puis d'en faire ressortir les implications, plutôt managériales si vous êtes en master pro, plutôt théoriques si vous êtes dans un master recherche. Et vous faites pareil pour chacun des thèmes, en terminant, si possible, par une petite réflexion sur les limites et les voies de recherche. Parfois, votre école ou votre directeur vous demande de traiter séparément les résultats de la partie discussion, voire de la partie implication. Dans ces cas-là, surtout, respectez les consignes, adaptez-vous. Pour les masters recherche, n'hésitez pas à découper encore davantage le plan afin de mieux guider le lecteur et l'aider à se repérer. L'ordre des idées est globalement le même que ce que l'on a vu, revue de la littérature, cadre conceptuel et hypothèse de la recherche, méthodologie de la recherche, résultats, discussion, les apports, puis les limites et voies de recherche. Et pour finir, voici quelques conseils pour avoir une bonne note.
Votre directeur de mémoire encadre probablement beaucoup d'autres étudiants, alors voici quelques astuces qui feront la différence. Et pour finir, comme promis, les 6 astuces magiques pour avoir une bonne note. En premier, le choix de votre directeur de mémoire. Choisissez si vous pouvez un directeur disponible et intéressé par votre sujet. Si vous êtes en master recherche, choisissez un directeur reconnu dans le champ de recherche qui vous intéresse. Il est vraiment préférable de bien s'entendre avec elle ou lui. C'est lui qui va vous conseiller et vous noter. Validez chaque étape du mémoire avec lui. La stratégie de faire le mort et de surgir à 2 semaines du rendu est une très mauvaise stratégie. L'effet de surprise est rarement bon. Tenez-le informé de votre avancement, sans le harceler non plus, hein. Ensuite, soignez la mise en forme. Regardez quelques vidéos sur l'effet de halo et les biais cognitifs, vous allez comprendre. L'impression générale sur la clarté du mémoire, sa présentation, sa mise en forme, tout ça crée une première impression. Bonne ou mauvaise, ce qui est sûr, c'est que cette impression influencera l'évaluation de tous les autres aspects du mémoire, y compris sur le fond. Si l'orthographe et la grammaire ne sont pas votre truc, par exemple, alors faites-vous relire, parce qu'a priori, votre directeur de mémoire est un prof, et lui, ce sera son truc. Et rappelez-vous, respectez les consignes de l'école. Au-delà de la pertinence de ce que vous écrivez, on vous évalue aussi sur votre capacité à respecter ces consignes. La plupart des écoles et universités fournissent des grilles d'évaluation aux directeurs de mémoire. On vous précise d'ailleurs généralement que ce sont ces critères qui seront évalués. Alors checkez-les, assurez-vous de bien répondre à toutes ces exigences. Troisième astuce, soignez l'intro et la conclusion. Si on ne devait lire que 2 parties de votre mémoire, ce seraient ces 2-là. Dans l'intro, vous présentez le contexte, puis les enjeux et l'intérêt du sujet. Pas l'intérêt pour vous, hein. Ce n'est pas un roman ou une introspection, c'est un mémoire. L'enjeu pour les entreprises, les organisations, la société ou même la recherche. Ensuite, la problématique, mettez-la en gras. Puis une annonce détaillée du plan, où vous précisez rapidement la méthodologie retenue. Dans la conclusion, commencez par donner une réponse à la problématique, puis vous pouvez reprendre les principales recommandations opérationnelles si vous êtes en Master Pro, ou vos principaux apports à la connaissance si vous êtes en Master Recherche. Après l'intro et la conclusion, s'il y a bien une autre partie à soigner, c'est la partie apport. Parce que finalement, l'idée du mémoire, c'est un peu ça. Toute cette démarche avait pour but d'en arriver là. Le jour de la soutenance d'ailleurs, et a fortiori si vous êtes en alternance et que votre responsable en entreprise est présent, il faudra insister sur cette partie et y consacrer un peu plus de temps. Vous n'avez pas idée d'à quel point la bibliographie est importante et à quel point elle va influencer votre note. D'une part, sur le fond de la bibliographie, c'est-à-dire sur la base de quel type de sources vous avez construit votre mémoire. Est-ce que ce sont des sources fiables? Est-ce qu'il y a des articles de recherche, etc. Et d'autre part, il y a la présentation de ces sources. Soit votre directeur de mémoire a une préférence sur la manière de les présenter, soit vous appliquez le style APA à la lettre. Ne vous laissez pas tenter par le côté obscur de la force. Oubliez le plagiat. Déjà parce que la résistance s'organise sur la planète des enseignants avec les logiciels anti-plagiat. Ensuite, parce que votre mémoire reflète votre positionnement et il doit être en accord avec qui vous êtes. Vous voulez devenir un spécialiste sur votre sujet de mémoire? Alors au boulot! Dites-vous bien qu'il est normal et nécessaire d'utiliser les connaissances des autres. On les combine, on les synthétise, on se les approprie pour construire un raisonnement en citant ses sources au fur et à mesure. N'importe quelle page de mémoire extraite de la partie revue de la littérature doit nécessairement contenir plusieurs références. Vous n'avez rien à inventer. En général, on met juste dans le corps du texte le nom de l'auteur et l'année, et en biblio, la référence complète. Enfin, si on cite l'auteur tel quel, alors on met des guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Vous pouvez maintenant passer commande. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer si vous voulez revenir sur un point particulier du mémoire ou sur une de ces méthodologies. Je vous souhaite une très bonne note à tous.